Donc 6 secondes. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la gestion du risque, principalement dans des milieux industriels. Donc merci Jean-David de nous avoir rejoints et merci Sébastien d'être avec moi ce matin. Bonjour à tous. Donc, juste pour la bonne configuration, bien évidemment, on a tendance à toujours proposer 15 minutes de questions-réponses à la fin, ce qui fait un petit peu long et un grand blanc. Donc, moi, je serais tout à fait favorable à poser des questions en direct avec nos intervenants, parce que je vais être la personne qui va suivre un petit peu vos questions et les retransmettre aux deux participants, Jean-David et Sébastien, que je vais présenter tout de suite. Donc, Sébastien est le fondateur de la société Mainteneurs et il est ingénieur. Il a travaillé et il travaille encore d'ailleurs, pour des grands groupes industriels. Et surtout, il est très activement participant et présent sur la mise en place de méthodos autour de ce qu'on appelle la fonction services généraux, moyens généraux, environnement de travail, et ainsi de suite. Jean-David, fondateur de la société Risquéal, expert et auteur d'ouvrages, donc expert sur la gestion de risque, sur le risque de manière générale, et il va nous expliquer concrètement ce qu'est le risque, sa vision et les approches que lui nous préconise de vraiment prendre en compte. C'est un sujet qui est extrêmement vaste, donc il va en très peu de temps essayer de nous brosser le maximum d'informations, mais il va le faire avec brio. Et moi, Olivier, donc je travaille avec Sébastien au quotidien et je m'occupe de toute la partie innovation. Donc, je m'intéresse à tout ce qui est technologie et en quoi elles peuvent nous permettre d'améliorer un petit peu notre quotidien en tant qu'expert et responsable, etc., au niveau des services généraux. Donc, la partie de Jean-David, ça va être très simple. Il va vraiment nous identifier ce que c'est que le risque, évaluer son coût et donner des pistes et des moyens, des opportunités pour mieux le gérer. Sébastien va nous présenter les aspects méthodologiques, donc ça se transpose d'une vision de Jean-David sur des choses très pratiques et comment ça s'implémente dans le quotidien. Et moi, je vais vous parler en quoi l'IA peut, tout en fin de webinaire, en quoi l'IA peut nous aider dans ces sujets-là également. Donc, ce que je propose, Jean-David, c'est tout de suite attaquer dans le vif du sujet, donc sur ce qu'est le risque, le contextualiser, et puis nous expliquer un petit peu pourquoi, et concrètement, pourquoi c'est très important de s'en préoccuper aujourd'hui. Merci Olivier, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, donc je vais essayer en 20-25 minutes de vous brosser la thématique du risque et la manière dont les organisations peuvent construire des dispositifs de résilience et maintenir des capacités opérationnelles. Alors tout d'abord, contextualiser l'enjeu quand on traite des sujets de risque, de crise de continuité, de quoi parle-t-on en grande ligne? Alors, tout en haut de ce slide, en fait, quand on questionne l'enjeu du risque, pour résumer la thématique, on peut raisonner sur 4 grandes questions, 4 points d'ancrage. Tout d'abord, identifier les risques en présence, qui va nous amener à poser la question des cartographies des risques, c'est-à-dire avoir une lecture transversale et la plus exhaustive possible des risques susceptibles d'impacter nos organisations. Se poser la question de la détectabilité du risque. Ensuite, questionner le coût économique du risque si ce risque venait à se concrétiser. Et au final, eh bien, challenger la manière dont l'organisation va traiter le risque, les stratégies de coût. Dans le monde de la maîtrise du risque, nous sommes dans une culture profondément et uniquement préventive. Et si jamais le risque devient avéré ou semi-avéré, eh bien, on va construire des retours d'expérience pour réduire le coût du risque futur à l'avenir. À l'opposé du spectre, eh bien, nous traitons de ce que l'on appelle la gestion de crise. Dans la culture de la gestion de crise, qui est une approche complémentaire mais différente de la culture du risque, cette fois-ci, on va poser à l'organisation un questionnement également de la définition de ce qui pourrait être une crise pour l'entreprise, poser également les capacités de détection des signaux faibles susceptibles d'amorcer une situation de crise, mais en contexte de crise, nous n'aurons pas le choix, nous aurons une obligation de maîtrise. Donc, dans le monde de la crise, nous sommes dans une culture du traitement curatif de la situation et à la sortie de crise, là encore, nous allons construire, si possible, des activités de type dédié au retour d'expérience. Et entre ces deux environnements, le monde du risque et le monde de la crise, eh bien, on va devoir mettre en œuvre des outils pour, si possible, s'organiser au mieux et faire face, c'est-à-dire renforcer la robustesse de l'organisation, ce qui va nous amener à questionner la continuité. Et l'enjeu de la continuité va appeler la mise en œuvre de moyens spécifiques pour garantir une sorte de maintien en conditions opérationnelles des organisations
en mode dégradé, ce qui va ouvrir le champ de tout ce que l'on va appeler ensuite les plans de continuité d'activité et les plans de reprise. Et le quatrième périmètre à ne jamais oublier quand on questionne la robustesse d'une organisation, c'est de ne pas oublier la mise en œuvre des dispositifs d'audit et de contrôle qui permettront de mettre en cohérence ce qui aura été défini et structuré au titre de la culture du risque, ce qui aurait été mis en œuvre au titre des dispositifs de gestion de crise, et la manière dont les moyens de construction de continuité seront mis en œuvre à l'appui de dispositifs d'audit et de contrôle relativement solides. En fait, quand on travaille le risk management, on a un seul objectif, c'est renforcer la pérennité de l'organisation. Et pourquoi est-ce que l'on souhaite le faire ? Il y a un certain nombre d'objectifs absolus qui vont s'appuyer sur la qualité de nos dispositifs de gestion de risque. Tout d'abord, bien sûr, la prévention des pertes économiques et financières. Je vous rappelle que lorsque l'on regarde un compte de résultats, il n'y a pas une ligne qui s'appelle coût du risque. Donc, avoir une approche transversale du risque vise notamment à réduire le coût de la perte économique complète, en coût complet, du risque de l'organisation. C'est ce qu'on appelle la réduction du coût du risque. Acculturer les équipes à travailler, à questionner le risque, va permettre de renforcer une capacité décisionnelle, c'est-à-dire être capable de faire face à du mode décisionnel en contexte d'incertitude qui caractérise le monde du risque. Bien évidemment, je vous rappelle que nous avons une obligation permanente d'être alignés avec les obligations réglementaires. Donc, construire une appétence au risque va aussi insuffler une sorte de mode réflexe pour essayer d'identifier quels sont les états ou les non-conformités réglementaires qui pourraient exposer mon organisation. On va devoir, grâce au risque et cette culture du risque, renforcer les dispositifs de continuité et les dispositifs de gestion de crise, tout au moins les rendre les plus efficients. Et l'objectif, c'est de pouvoir ensuite démontrer aux parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les partenaires, que l'organisation de la robustesse de l'entreprise fait partie des points d'ancrage qui permettent de construire de la confiance ou de renforcer ou maintenir de la confiance avec le tiers. La problématique du risque, c'est que nous sommes confrontés à des milliers de sujets. Tous les jours, des centaines de risques frappent à la porte de l'organisation. Et sans passer trop de temps sur ce slide, voilà d'une manière générale les grandes classes de risques sur lesquelles on travaille dans les organisations. Et vous pouvez tout de suite remarquer qu'au cœur de cette pyramide, il va y avoir les risques industriels ou de manière plus large, ce que l'on va appeler les risques opérationnels, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise produit, fabrique, exploite. Et tous les risques qui vont être liés à l'exécution opérationnelle des cycles d'exploitation des organisations. Alors, je ne vais pas balayer l'intégralité de cette pyramide, juste rappeler qu'on essaie d'avoir une approche maximaliste sur toutes les classes de risques susceptibles de fragiliser une entreprise. Des risques macroéconomiques, tels les risques géopolitiques, les risques de déséquilibre de chaîne de valeur, tout ce qui va graviter autour des risques ESG, la déclinaison des risques stratégiques associés au modèle, la traduction financière de ces risques, une vingtaine de risques financiers à travailler, et ensuite, automatiquement, les risques dits productifs que l'on va catégoriser en risques opérationnels et risques industriels, et puis ensuite, travailler des classes de risques opérationnels un peu spécifiques, tels par exemple les risques juridiques, les risques informatiques, les risques sociaux et psychosociaux, les risques images, la gestion de la connaissance, les risques en mode projet, le risque d'intégrité, etc., etc. Donc on est dans le risque industriel au cœur de la maîtrise, de l'exécution opérationnelle de la robustesse de l'entreprise. Il est donc essentiel d'avoir une lecture la plus pragmatique et efficace possible de ces fameux risques industriels en présence. Et là encore, quand on aborde cette question du coût du risque, je rappelle à chacun et à chacune que cette notion de coût du risque n'est pas lisible dans les états financiers d'une organisation. Et donc, quand on travaille cette question du coût du risque, en fait, on peut avoir une double approche. Ce que l'on va appeler le coût du risque brut, c'est-à-dire je ne fais strictement rien, je prends un gros dommage, quel est le coût économique du risque ? Toute la question de la culture du risque va consister à caractériser ce que l'on va appeler un coût d'opportunité, qui est identifié sur la colonne de droite, c'est-à-dire faire la différence entre les moyens que nous allons mobiliser pour maîtriser le risque à venir, au titre des activités de sensibilisation, de formation, de mise en œuvre de moyens et d'outils permettant de réduire le coût du risque s'il venait à arriver, et ce que l'on appelle le coût du risque effectif, c'est-à-dire le jour où le risque devient avéré, l'objectif consiste à avoir un coût du risque net, qui est la somme entre le coût du risque effectif et le coût de la maîtrise du risque, inférieur au coût du risque brut, c'est-à-dire si nous n'avions strictement rien fait ou mobilisé aucune ressource pour limiter, passez-moi l'expression, la casse. Et globalement, quand on travaille la culture du risque,
on se rend compte que ce coût économique du risque va chiffrer très vite, peut représenter classiquement de 0,5 à 1% du chiffre d'affaires, mais peut surtout, ce qui est beaucoup plus grave, diluer complètement la structure de la marge nette de l'entreprise, mais de manière coût caché, c'est-à-dire sans réellement se rendre compte du coût économique du risque qui a été engagé dans l'entreprise. Ce qui pose ensuite la question effectivement du traitement du risque industriel. Et pour résumer et simplifier le propos pendant ce webinaire, en fait, globalement, on va se poser 3 grandes questions de fond. La première question va être relative à l'infrastructure. Et se dire, voilà, effectivement, à partir du moment où une organisation met en œuvre des moyens, de quelle manière les infrastructures sont source potentielle de risque sur 3 grandes thématiques, les problématiques d'accès, les problématiques de sécurité, les problématiques de sûreté. Bref, on va devoir questionner l'enveloppe et l'intégralité des infrastructures mises en œuvre par l'entreprise qui vont être source de risque. Deuxième thématique, quand on va travailler le risque industriel, l'intégralité des cycles d'exploitation et de production. Et cette fois-ci, se poser la question de la sécurité, de la qualité, mais surtout de la continuité de la mise en œuvre des moyens qui sont mobilisés dans l'exécution des cycles opérationnels. Et puis on a une troisième thématique qui va être, elle, plutôt consacrée aux enjeux d'activité support, c'est-à-dire garantir que l'intégralité, notamment de la mise en œuvre des données par l'intégralité de l'organisation, est aussi capable de garantir une fiabilité, une exhaustivité, une disponibilité d'informations. Et ces 3 grands thèmes vont devoir être questionnés avec une double approche, ce que l'on appelle une approche flux, c'est-à-dire très pratiquement, de manière très, très pratico-pratique, quand j'ai un élément d'actif qui bouge d'un point A à un point B dans mon site, quels sont les risques qui vont être liés à cette approche flux, mais également une approche stock, c'est-à-dire en fonction de la classification des actifs que j'ai dans l'organisation, quels sont les risques qui vont être directement liés ou inhérents à l'approche stock du produit, de l'actif, que l'on parle de machines, d'équipements, de stock, et en source, en capacité, entre guillemets, à fabriquer du risque. Donc le risque industriel va nécessiter une approche méthodologique la plus robuste possible, avec cette double approche stock et approche flux, et dans une lecture très méthodique, on commence par les infrastructures, avec une approche type pelure d'oignon, la périphérie, l'enveloppe du bâtiment, puis ensuite l'intérieur du bâtiment, l'intérieur des espaces, et on va sur l'actif au final, le cycle d'exploitation et les activités support. Et on va fondamentalement essayer de répondre, pour fabriquer nos risques unitaires, en fait, à un double questionnement complémentaire. Face à ces sujets, en fait, on va essayer de se poser la question, qu'est-ce qui est et qui pourrait ne pas être ? Qu'est-ce qui est et qui pourrait ne pas être ? Un exemple simple, à l'instant T, qu'est-ce qui est ? De l'énergie. Que se passe-t-il si je n'ai pas d'énergie sur le site, sur l'équipement, etc., etc. Et la question et le questionnement miroir, qu'est-ce qui n'est pas et qui pourrait être ? Je suis dans un espace, je ne dois pas avoir 50 cm d'eau au sol. Que se passe-t-il et quels sont les risques liés au fait qu'à l'instant T, ce qui ne devrait pas être est ? Et on va appliquer ce double questionnement en approche stock et en approche flux sur l'intégralité des actifs, des fluides, de ce qui va être effectivement consommé, mouvementé, transformé, manipulé dans l'organisation, quelle que soit la gradualité de la classification des actifs, qui va notamment conditionner les priorités d'action. Donc Jean-David, ça c'est dans une démarche vraiment de recensement de l'ensemble des risques potentiels en fait, qu'il peut y avoir sur mon organisation ou mon périmètre, dans un système qui est contributif en multipartie au sein de l'entreprise. C'est exactement ça, Olivier. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'approche la plus exhaustive de la capacité, on va dire, à se fabriquer des risques dans nos sites industriels. Okay. Alors, là encore, le fait de questionner le risque dans l'organisation va amener l'entreprise à questionner sa stratégie de risque. Et là encore, quand on travaille le risk management, on peut questionner les stratégies de maîtrise de risque autour de 6 grandes approches. Un risque, on peut l'éviter, on ne le prend pas. On peut le contourner. On a identifié un risque A et on va préférer prendre un risque B qui sera connexe, mais que l'on pense pouvoir mieux maîtriser. Un risque, on peut partir en stratégie dite d'acceptation, c'est-à-dire qu'on va, en tant qu'organisation, accepter 100% des impacts, ça veut dire ne pas mobiliser de la ressource technique, matérielle, financière pour adresser le sujet. On en assume pleinement les conséquences, en toute conscience.
Les stratégies dites d'acceptation avec réduction sont très souvent utilisées dans les entreprises, notamment industrielles, c'est-à-dire qu'on va essayer de réduire l'impact avec la mise en œuvre de moyens susceptibles de réduire le coût du risque le jour où le risque deviendrait avéré ou semi-avéré. Ce que l'on appelle les stratégies de réduction, en point 5, culturellement, va nous amener à se poser la question de se dire est-ce que l'on peut réduire à zéro le risque, même si bien évidemment le risque zéro n'existe pas, pouvons-nous mettre en œuvre des moyens susceptibles de réduire à quasi zéro le risque existant? Et on va se rendre compte que les stratégies de réduction vont coûter très cher ou vont poser des questions de disponibilité ou de capacité opérationnelle à faire. Et puis les dernières stratégies classiques de traitement de risque, eh bien, ce sont ce que l'on appelle les stratégies de transfert, c'est-à-dire questionner les solutions assurantielles. On va couvrir face à un rapport de paiement de primes, eh bien, le portage du risque par un tiers ou la mutualisation du coût du risque par un tiers dans un contrat assurantiel. On peut essayer de construire des solutions dites de financement, donc construire des captifs de refinancement pour refinancer un coût du risque futur, ou on peut essayer de questionner la capacité à vendre le risque, c'est-à-dire à externaliser le risque sur un tiers. En termes de démarche méthodologique, à partir du moment où on adresse le risque industriel, je vous propose une démarche qui est assez classique, mais qui permet surtout de créer beaucoup de valeur dans les questionnements des plans d'action. La première chose à faire, c'est bien évidemment de faire un état des lieux, c'est-à-dire un diagnostic de l'existant, construire des cartographies de risque du site et identifier avec la plus grande précision possible eh bien, les enjeux existants. À l'appui de cette cartographie des risques en présence, on va être confronté à un problème de fond en entreprise. Nous avons un contexte de pénurie, de rareté de ressources. Nous ne pourrons jamais adresser l'intégralité des risques. Il va donc falloir caractériser les risques prioritaires. On a pour ça un certain nombre de méthodes pour caractériser les risques prioritaires à travailler. Mais le point essentiel va être pour moi le point 4 et que je souhaite vous partager. Au-delà de la construction d'une cartographie des risques et d'arbitrer les risques prioritaires à appréhender, eh bien, il va y avoir une exigence absolue de contrôle de cohérence. Pourquoi ? Face au risque, il va falloir définir très précisément eh bien, nos objectifs d'activité, nos objectifs quantitatifs, nos objectifs qualitatifs, nos objectifs de satisfaction client, et mettre en cohérence les moyens que l'on va déployer face à l'objectif de traitement du risque. Les modes de mitigation, les politiques risques vont devoir nourrir la manière dont l'entreprise va souhaiter adresser ces risques industriels. Et à l'issue de ce contrôle de cohérence entre les objectifs cibles et les moyens à mettre en œuvre, eh bien, il y a ensuite la définition du plan d'action. Et j'attire votre attention sur un enjeu critique qui est celui de la propriété du risque. Quand on traite du risque industriel, nous commençons toujours ce questionnement par qui est propriétaire du risque, qui est fondamentalement propriétaire de l'enjeu, propriétaire des moyens qui vont être déployés, propriétaire du maintien en condition opérationnelle de l'équipement, de l'enveloppe, du process, etc., etc. Et qui, au final, va être le pilote du coût du risque, pour garantir une vraie cohérence entre les moyens mis en œuvre, les enjeux à adresser et la manière dont les dispositifs de résilience de l'organisation qui vont s'appuyer sur de la culture risk management, des dispositifs de gestion de crise et de construction de continuité, eh bien, vont imposer une cohérence et puis ensuite une mise en œuvre de plans d'action le plus logique possible, mais avec une culture pragmatique du sujet. Et pour conclure sur cette présentation, et là encore de manière assez rapide sur cette culture du risque industriel, moi j'invite tous nos participants à questionner le rapport au temps dans la manière d'adresser le sujet. Et en fait, quand on résume le temps ou l'action de la culture risque, on va avoir 3 champs d'action. Le premier champ d'action, c'est ce que j'appelle le faire. C'est-à-dire, moi, risk manager, moi, patron de site, je vais avoir à être dans le faire, c'est-à-dire consacrer du temps pour traiter le sujet risque. Et dans ce cas-là, fondamentalement, on va essayer d'appuyer l'action sur l'identification des enjeux, la compréhension des enjeux et la mise en œuvre des dispositifs de maîtrise à l'appui de cartographie de risque, de politique risque et de mise en œuvre de plans d'action. Mais ça ne va pas suffire. Il va falloir compléter cette action du faire par ce que j'appelle le faire-faire, c'est-à-dire être capable de déléguer à tiers la contribution où chacun va devoir jouer, on va dire, son rôle pour garantir la pérennité de l'entreprise à partir du moment où on considère que la pérennité est une sorte d'indicateur d'alignement qui concerne toutes les équipes. Et là va se poser la question du comment je fais et comment je vais éventuellement sous-traiter à des tiers, par exemple
à la structure maintenance, eh bien, la manière de maîtriser ce fameux coût du risque au titre des infrastructures. Donc, il va falloir donner du sens et surtout mettre en œuvre des moyens à l'appui de parties prenantes critiques pour construire une capacité de résilience de l'organisation. Et puis, il y a un troisième volet sur lequel j'attire votre attention. On n'est plus dans le faire, on n'est plus dans le faire-faire, on est dans ce que j'appelle l'empêcher de faire, c'est-à-dire garantir la mise en sécurité des infrastructures. Et là, on a une culture qui va être dédiée à l'empêcher de faire, qui va appeler bien évidemment les enjeux de veille, les enjeux de boucle de contrôle, les enjeux de sécurisation des actifs et des infrastructures qui sont mobilisés. Et j'attire là encore votre attention bien sur les enjeux, par exemple, de veille qui nécessitent de pouvoir détecter les évolutions réglementaires, de détection de veille des alertes entrantes et de garantir que cette prise en compte de cette information au titre de la sécurisation des infrastructures va être aussi à mettre en œuvre. Et tout ça pour un simple double objectif, réduire le coût du risque et renforcer la pérennité de l'organisation. Donc, ce sont des aspects, si on peut revenir sur la slide juste avant. Bien sûr. Donc, on n'a pas de questions pour l'instant, mais moi, j'en ai une, en fait. Quand on regarde nos équipes services généraux et ainsi de suite, donc, tel que ta slide est présentée, c'est un petit peu une approche top-bottom, c'est-à-dire comment on va partir d'une vision productive des choses globales sur l'entreprise, et puis on va descendre sur les parties prenantes ensuite, avec deux actions. Une, de mettre en œuvre, fédérer, informer, expliquer, etc., et de l'autre côté, empêcher, bien évidemment. Hein. Donc on comprend, ne marchez pas au bord d'une falaise, mais en même temps, on va mettre une petite barrière pour éviter de basculer. Ne vous penchez pas par-dessus la barrière, et on va mettre un petit filet pour, si jamais quelqu'un se penchait malgré tout, etc. Donc c'est un petit peu cette double chose, et sachant que l'impact, finalement, par rapport à notre aspect plus productif et plus global, si je garde toujours ma petite image du magnifique site, c'est qu'on n'interdise pas, finalement, la visite du site, et qu'on ne tue pas l'activité touristique qu'il peut y avoir autour de ça. Donc, même si, ce que je comprends, même si on a une tendance à voir le risque soit comme une contrainte, je pense, nous, services généraux, hein, c'est l'aspect réglementaire des choses, il faut avoir mis, enfin, début 2024, une poubelle de collecte des déchets, des ci et des ça, quel est mon risque, en fait, si je ne respecte pas cette réglementation? C'est ça le questionnement qu'on pose. Ça peut être un avertissement, puis une amende, puis je ne sais quoi. À l'inverse, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Et dans le contexte des services généraux, même si ce n'est pas moi qui suis porteur d'une production en tant que telle, je m'assure en fait que les conditions, hein, c'est ça, les conditions de bon accueil, que la logistique va bien se faire, etc., etc. Et là, c'est de mon ressort, ça concrètement. Et on pourrait dire que c'est la moitié ou un bon tiers du risque finalement dans sa gestion. Fondamentalement, le sujet, c'est que tous les services, et particulièrement des fonctions qui ne sont pas aussi, visibles, contribuent à la réduction du coût du risque. Donc, il faut être extrêmement conscient et lucide que toutes les fonctions métiers ont, on va dire, leur partition à jouer dans ce rapport au risque, d'où la question de la propriété du risque. Je veux dire, effectivement, moins services généraux, qui est le sujet, entre guillemets, dans le risque industriel et les cibles, de quelle manière la fonction services généraux doit également contribuer à la valeur. Parce qu'à partir du moment où on parle du risque, on est sur un sujet transversal qui va couvrir l'intégralité des champs d'exécution et sur lequel chaque fonction métier doit jouer pleinement son rôle. On peut se fabriquer du risque aux quatre coins de la maison et notamment, typiquement, on prend un exemple sur les enjeux de maintien en condition opérationnelle d'un équipement ou d'une infrastructure ou d'une évolution de veille, si toute cette mécanique d'identification en prévention ou en traitement des alertes n'est pas efficiente, n'est pas optimale et n'est pas incarnée par une fonction métier à l'appui d'outils ou de démarches méthodologiques qui permettront, entre guillemets, de faciliter et simplifier le travail des acteurs, eh bien, les acteurs, quels qu'ils soient, vont être source d'un coût du risque qui aura de toute façon un impact. Et pour répondre à ta question, Olivier, le sujet de fond reste comment est-ce qu'on garantit de la continuité ? Parce que quand on travaille le risque, on est sur du mode préventif. Quand on travaille la gestion de crise, on n'a pas le choix, on doit faire face. Mais toute la construction de la continuité, c'est de quelle manière je maintiens de la satisfaction client à l'appui de tous mes processus d'entreprise, et que ce soit des moyens généraux, du service support ou de la ligne de prod, la problématique est la même. Et l'enjeu de la propriété du risque et garantir le fait que, quelle que soit ma fonction métier, et notamment sur des fonctions, on va dire, passez-moi l'expression, support telles que les fonctions généraux, eh bien, ce sont des acteurs extrêmement importants et contributifs pour être notamment des points d'alerte, pour être capable d'incarner précisément la propriété des risques
qui leur incombent. Et c'est malheureusement des sujets qui ne sont pas réellement compris ou traités. Je prends un exemple, le sujet de la veille. Le sujet de la veille n'est pas qu'un sujet juridique. Le sujet de la veille d'une évolution réglementaire, le sujet de la veille de la maintenabilité d'un équipement, le sujet de la veille au titre de l'absence d'un flux, d'un matériau, peu importe, d'un équipement, d'une marchandise, peut créer un coût du risque qui ne va pas être apparent au final sur un compte de résultat ou un compte d'exploitation d'entreprise, mais qui pourtant va coûter très cher. Et toute la question va amener à l'appropriation du sujet du risque à tous les étages de l'entreprise, dans tous les processus, et notamment les fonctions support. Donc, je dois former, moi, mon équipe en interne à toute cette notion de gestion de risque et d'importance de l'intégration, en fait, de la prise de conscience de ces risques et de ces aspects au quotidien. Je dois communiquer auprès des collaborateurs de l'entreprise également, parce que c'est aussi des contributeurs malheureux, en fait, des fois, de ces risques. Et quelque part, c'est ça un petit peu mon approche aussi très C-level, c'est-à-dire que je vais être capable de retransmettre et retranscrire en quoi c'est important d'être conscient de ça et quelle est ma contribution personnelle ou d'équipe à une bonne prise en compte au niveau de toute l'entreprise. En fait, la culture risque, finalement, est-ce que ce n'est pas un peu à nous, services généraux, de l'infuser dans toute l'entreprise, selon toi? Je vais même être plus précis. Pour moi, la fonction services généraux, tous les acteurs devraient être des risk managers en puissance. Pourquoi? Parce que ce sont les porteurs de l'exécution des moyens. Et dès que l'on parle d'infrastructure, de mise en œuvre d'équipements, d'outillage, bref, l'exécution d'un cycle d'exploitation s'appuie sur une capacité de maintenabilité permanente de l'intégralité des moyens déployés. Or, qui incarne la contractualisation, le maintien en conditions opérationnelles et la maîtrise de l'exécution, qu'il s'agisse d'une enveloppe bâtiment, qu'il s'agisse d'une obligation réglementaire d'accès ou autre, ce sont les services généraux. Et c'est là où il y a un vrai sujet d'acculturation et d'appropriation du risque au niveau des équipes des services généraux. D'accord, c'est passionnant. On va passer la parole, maintenant je te propose à Sébastien, si on est d'accord, qui va nous expliquer comment, en fait, dans le quotidien des équipes services généraux, finalement, quelle est la proposition en termes de méthodologie, en termes de, je dirais, comment ça se retranscrit finalement de la carto à un petit peu du day-to-day, du jour après jour en mise en œuvre. Donc, Sébastien. Merci Olivier, merci Jean-David. Alors, ce que je vous propose, c'est de redescendre cette fois-ci d'un point de vue un peu plus opérationnel sur les services généraux et la manière dont on a notre vision du suivi des services généraux et en particulier de la gestion du risque dans ce suivi. Déjà, nos clients, quand ils nous sollicitent sur différents sujets, mais très souvent, on ramène ces sujets-là à des notions de gestion de risque et on les retrouve. Premier sujet que l'on a et sur lequel on est le plus souvent sollicité, c'est le suivi de la maintenance dite réglementaire et de la maintenance obligatoire. Et également, dans ce suivi de la maintenance, comment on s'assure que les œuvrants, donc ceux qui vont réaliser cette maintenance, la réalisent correctement, conformément aux obligations et techniques et réglementaires, et comment on a la preuve de cette bonne réalisation. Mais ça, c'est une chose, mais aussi il faut savoir exactement ce qui doit être fait. Et donc, comment on se tient au courant, ce que disait Jean-David, de la réglementation et des évolutions réglementaires, comment on se tient au courant de ces évolutions, comment on tient cette veille, parce qu'aujourd'hui, les services généraux, c'est plus de 1500 obligations réglementaires aujourd'hui dans la gestion des bâtiments et des services généraux, et ça évolue en permanence. Donc, comment on maintient ça et comment on a une veille qui est conforme aussi aux installations qui sont présentes sur le site. Ça ne sert à rien de tout savoir, il y a juste besoin d'avoir des obligations qui soient ciblées aux besoins du site. À ça s'associe le fait d'une notion de fiabilité des installations. On le voit bien, des installations peu fiables ou problématiques, alors ça peut être des choses simples, comme des installations de chauffage, où on a des clients industriels sur des sites où les agents ont débrayé parce qu'ils n'avaient pas les 15 degrés dans l'atelier. Voilà, donc la notion de fiabilité est également un sujet important qui vient jouer sur la continuité opérationnelle. On rejoint tout à fait ce que disait Jean-David. Et dernier point, c'est pour décider, il faut de l'information. Mais trop d'informations tue l'information. Donc, comment remonter le bon indicateur au bon moment pour permettre à nos clients de prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est des enjeux qui sont relativement forts et qui sont, on le voit, à la fois des enjeux opérationnels et des enjeux liés au risque. Donc les deux sont intimement liés.
Alors, à la question comment on le suit, notre premier conseil, c'est de se faire accompagner par un ingénieur service généraux indépendant tel que nous. Pourquoi? Parce que l'indépendance va nous permettre de proposer, d'avoir un regard déjà hem, plus haut, assez large du site avec une prise de recul plus importante que les équipes. Que des équipes locales qui sont impliquées dans le site et également de proposer des solutions sur lesquelles on n'a pas forcément pensé. Des solutions qui viennent de ce qu'on peut voir chez d'autres clients et donc de partager les bonnes pratiques. Et ce partage vient à la fois de notre vision chez d'autres clients, également de l'expertise de nos équipes. Les services généraux, c'est plus de 40 corps de métiers différents. On ne peut pas être expert en tout, c'est pas possible. Et l'intérêt que l'on peut avoir à travailler avec des ingénieurs indépendants, c'est que chacun peut disposer d'une expertise et d'une compétence, que ce soit en CVC, que ce soit, dans le nettoyage également, sur des sujets type nettoyage, des sujets type sécurité, gardiennage, des sujets d'électricité et cetera et autres, sur lesquels on ne peut pas être expert en tout et donc il est important de connaître des sujets bien spécifiques. Donc, si je peux me permettre, Oui. Sébastien, en parlant d'ingénieur et d'expertise, c'est comme avec Jean-David ou toi, c'est une compréhension et une mise en œuvre, une formalisation finalement de ce qu'il convient de faire dans le quotidien. Mais est-ce que ça se reflète aussi au quotidien ou pas? Parce qu'on ne peut pas faire appel à des ingénieurs pour toutes les actions dont on a besoin Non, de réaliser. bien évidemment, chacun a son expertise. Enfin, quand on parle d'expertise, c'est pas forcément l'expertise de l'ingénieur, mais ça peut être l'expertise terrain de la personne qui œuvre sur le terrain et donc être en capacité de discuter avec cette personne-là. Jean-David disait que les services généraux étaient les premiers à remonter les informations et à ce niveau-là, les agents d'entretien, par exemple, du nettoyage, peuvent identifier des fuites et les remonter avant que ça devienne trop grave. Jean-David prenait l'exemple de l'eau. Je veux dire, c'est un exemple qu'on peut retrouver assez fréquemment dans des sites, où une fuite d'eau peut ne pas être importante au début et puis on le sait bien, la fois d'après, elle est plus importante ou alors ne serait-ce qu'en termes de coûts. Plein de fuites peut générer beaucoup d'argent dépensé en consommation en eau également, quoi. C'est Il y surtout a ce sujet. d'une vision globale, c'est ça quand tu parles de Tout à finalement fait, voilà, tout à c'est fait, vraiment c'est la être capacité. exhaustif le plus possible. Comme Jean-David dit, on va faire une cartographie la plus exhaustive possible et sans présupposer, en fait. Tout à fait, mais la cartographie étant une photo à l'instant T, Ouais. le site vivant, il y a vraisemblablement, potentiellement des nouveaux risques qui peuvent apparaître qu'on n'avait pas identifiés et Ça c'est un point que je souhaite renforcer, comme l'exprime Sébastien, c'est qu'une cartographie de risque est effectivement vivant. Il ne faut pas considérer que parce qu'une cartographie aura été faite une fois, que le job est fait. C'est vraiment, on est sur un mode processus permanent et approche d'ajustement dynamique de l'existant. D'où l'importance, là encore, de questionner quasiment tous les 3 mois, tous les 6 mois, l'état des lieux. Et c'est ce que nous, pour le coup, on préconise, c'est de réactualiser à minima une fois par an les cartographies de risque. Oui, et je pense que du coup, les remontées terrain sont vraiment importantes dans ces cas-là parce que voilà, il faut être et du coup, il faut être en capacité de fédérer toute cette équipe et être en capacité de mettre tout le monde à l'aise pour ne pas avoir peur de remonter l'information parce que certains peuvent aussi douter de la pertinence de ce qui remonte et ne pas oser le dire. Et donc on rejoint le deuxième sujet qui est la transparence. Toi, en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-traitance dans le monde des services généraux, parce qu'on va faire appel à une société de nettoyage, c'est rare qu'on ait des équipes internes sur cet aspect-là. Comment tu les rends contributeurs? Est-ce qu'il y a des méthodes, des astuces? Ça passe par quoi? De la communication? Impliquer les managers de ces équipes-là dans une chaîne de feedback et d'information? Il y a effectivement l'implication des managers, enfin des responsables de contrat de partout. Le fait de les solliciter, de leur proposer, de leur demander, également. C'est des choses toutes simples, mais en fait, il ne faut pas aller les voir que quand ça ne va pas. OK. C'est relativement, ça paraît trivial, mais en fait, aller les voir aussi quand tout va bien, ça peut être une bonne chose pour anticiper, les difficultés plus tard et être source de bonnes pratiques et de propositions pour avancer. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est fort. Pour continuer sur la slide et puis avancer sur le webinaire, parce que je vois que le temps J'ai juste une petite question qui est importante, parce que comme on n'en a pas beaucoup, c'est important de bien la traiter. Elle est arrivée il y a quelques minutes, il y a 5 minutes. Je pense que c'est pour Jean-David, cette première question. Dans votre expérience, qui doit être leader sur les problématiques de la gestion du risque et du coût du risque? La DAF, la direction des services généraux? Je crois qu'on a un petit peu répondu quand même. Alors, ça, c'est une question critique. Et je reviens sur l'enjeu de la propriété du risque. La première question à poser, c'est qui est propriétaire du risque? Et c'est cette réponse qui va conditionner, on va dire, le fléchage. Alors, d'expérience,
il y a 3 grands types d'entreprises. Il y a des entreprises qui vont avoir structuré la fonction risque, avec des directions risk management qui vont être propriétaires des enjeux. Sinon, allez, dans un gros tiers des cas, ça sera les fonctions finance, qui vont incarner le coût économique de la consommation, ou les directions opérationnelles, les directions de site. Les directions de services généraux sont malheureusement assez peu, et c'est d'ailleurs un vrai sujet, j'invite d'ailleurs toutes les fonctions de services généraux, eh bien, à se battre pour s'approprier le sujet. C'est-à-dire avoir réellement la maîtrise de la cohérence des moyens et des obligations contractuelles et de pilotage à mettre en œuvre sur leurs ressources, et que leur choix stratégique, qui notamment peut passer par la mobilisation de compétences externes pour traiter les sujets, s'accompagne de la propriété du risque. Et c'est, pour le coup, je plaiderais pour une sorte d'approche, on va dire, un peu plus affirmée en silo, sur le fait de dire, une direction des services généraux a, dans sa musette, un certain nombre de thématiques risques qui devraient incomber au métier, et notamment une liberté de décision et d'autonomie pour dire est-ce que je fais moi-même, est-ce que je sous-traite, est-ce que je délègue, etc. etc. Et c'est un petit peu comme l'enjeu de recouvrement, le meilleur traitement du risque, il est à la source. Et donc, le plus intéressant, me semble-t-il, consiste bien, effectivement à plaider pour que les directions des services généraux prennent la propriété des actifs, prennent la propriété du maintien en condition opérationnelle des actifs et des effets de bord, et notamment du risque. C'est-à-dire on s'est fait un petit peu phagocyter par les directions financières parce qu'elles ont voulu financiariser finalement l'évaluation du coût et des conséquences de la prévention, non-prévention d'un risque, en oubliant finalement que le fléchage au sol, des fois, c'était quelque chose de très abordable et qui était capable, si on avait donné la bonne information à tout le monde, alors, tu ne passes pas la ligne jaune, tu n'es pas autorisé à le faire, finalement. Sauf que, retour d'expérience, je ne connais à ce jour aucune direction des services généraux qui ait dans un budget une ligne qui s'appellera coût du risque. Ouais. Je n'ai encore jamais vu une direction d'exploitation qui ait dans ses lignes coût du risque, d'un point de vue budgétaire. Donc, tant qu'on reste sur une approche simplement de financement des moyens et non pas de propriété transversale, notamment des moyens, mais des impacts, et je reviens sur l'enjeu de la cohérence. Si je ne forme pas, si je ne mets pas en place les outils et les moyens qui existent et qui sont disponibles, et que je n'ai pas non plus la propriété du coût du risque inhérent, on tourne en rond. Ouais. Et les fonctions finance sont des lectures qui sont beaucoup trop éloignées de la réalité économique d'un coût du risque opérationnel sur un site de prod, de la réalité du coût économique du risque, d'une défaillance de continuité ou d'un enjeu opérationnel d'infrastructure de bâtiment. Ça ne remonte pas sur les directions financières. Moi, je plaide pour que la propriété du risque soit dans la musette de celui qui détient le moyen, d'une part la propriété du process et le moyen de mise en œuvre, pour garantir cette obligation de cohérence. On prend un exemple. Un de tes rôles, ça va être de ramener un peu tout le monde autour de la table et de faire émerger cette prise de conscience. Bien sûr, et pour être taquin, quand on construit, on va dire, des cartographies de risque, et qu'en CODIR ou en COMEX, on pose la question, et je pose systématiquement la question, qui est propriétaire du risque X sur une ligne industrielle ou autre? C'est le silence total. Et c'est là où les directions, à mon avis, des services généraux ont à jouer pleinement leur rôle de dire c'est dans ma musette, mais la mise en œuvre des moyens cohérents est aussi dans ma musette. Je veux bien être propriétaire du risque et des actifs qui me sont confiés et sur lesquels je dois garantir une maintenabilité, une continuité, mais je dois être à ce moment-là propriétaire du risque et avoir une enveloppe budgétaire, une capacité d'être dans le faire faire ou l'empêcher de faire à ma mesure et en cohérence par rapport à mon enjeu, à mon contexte de site ou de process sur lequel j'assume une responsabilité. Et justement, décorréler le sujet d'une fonction finance beaucoup trop large. Où on ne voit que le chiffre et on en oublie la valeur quotidienne en fait, de cet apport et de ce support. C'est un petit exercice que vous pouvez faire. Posez un jour la question à un DAF. Quel est le coût du risque de votre usine, de votre site? Il sera incapable de répondre sur les 10 heures d'indispo, sur un coût d'opportunité massif sur une période de prod, etc. etc. Donc c'est là que toi ou nous, on peut aider finalement, ou à l'évaluation ou à la mise en œuvre d'un plan. Et la question étant, est-ce qu'on a capacité à intervenir sur toute la France, Jean-David? La réponse est oui. Oui, voilà. Sébastien? Également. Voilà, donc c'est parfait. Je propose qu'on avance parce que Seb, le compteur tourne, il nous reste 6 minutes exactement. Exactement, le compteur tourne. Donc juste, on fait le lien avec ce que disait Jean-David et on ne réinvente pas l'eau chaude d'un point de vue process. Mais première des choses, effectivement, l'audit, quand on démarre sur un site, l'audit de prise en charge, qui en parallèle du démarrage du contrat, nous permet d'identifier l'ensemble des installations et également les risques associés à ces installations, la réglementation associée à ces installations, etc., etc. Et de là, on peut en définir un plan d'action. Donc ça rejoint exactement ce que disait Jean-David.
La seule chose, c'est pour revenir avec ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on planifie, on exécute l'ensemble de la maintenance, finalement ça vit. Et on doit prendre en compte également tous les process internes de l'entreprise, parce qu'on arrive dans un contexte où nos clients ont déjà fait pas mal d'exercices, déjà fait identifier beaucoup de choses, et donc on doit aussi intégrer les procédures de nos clients dans notre façon de faire. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est chaque site étant indépendant, on doit s'adapter à chacun. Quand on parle d'ingénierie des services généraux, on parle aussi d'ingénierie de l'organisation des services généraux et du pilotage de l'ensemble des parties prenantes, donc de tous les prestataires. On en revient tout à l'heure sur les agents d'entretien ou les agents, enfin peu importe, les techniciens qui vont intervenir, et cetera. Donc tout ça, ça s'inscrit dans une organisation, dans le pilotage d'un suivi, dans une maintenance, dans des tickets de maintenance à suivre, anticiper, et également toute la partie qui est associée au levé de réserve. Donc là, il y a tout un sujet qui est là. Et donc là où on vient mettre de la technologie, c'est avec nos outils de suivi qui vont permettre d'anticiper un maximum de choses et de planifier assez rapidement la maintenance. Parce qu'on le sait bien, sur un site industriel, on n'intervient pas, on a décidé d'intervenir, on vient demain. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Très souvent, on doit prévenir à l'avance, on doit faire des déclarations de travaux, on doit demander des autorisations pour s'assurer qu'on puisse intervenir en toute sécurité, qu'il y ait pas S'assurer que les intervenants ont le droit d'intervenir aussi, hein, enfin, Ouais. sont autorisés Et aussi. également vérifier que tout le monde a bien les bonnes habilitations, qui va bien. Ouais. Donc voilà, donc toute cette Donc, partie l'avance, ouais. nécessite une bonne planification et on le suit. Et oui, notamment le respect du timing. C'est important. Donc pour avancer sur le suivi et la génération de valeur, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le suivi la planification et la réalisation d'un plan. La première des valeurs de cet ensemble, de suivre ne serait-ce que les levées de réserve, c'est de garantir et de prouver de la conformité réglementaire et du bon respect et de la prise en compte de ça. Ça, c'est extrêmement important parce que quand on joue avec la réglementation, il y a très souvent le risque pénal du chef d'établissement qui peut être engagé. Et donc avoir cette traçabilité, c'est déjà une première garantie pour lui, de prouver aux autorités qu'il avait bien conscience des risques, qu'il a mis en œuvre des mesures conservatoires et que là, par exemple, il a pris en compte les éléments pour lever les risques, lever les réserves. Ensuite, il y a des gains qui sont également directs. Quand on organise bien, on gagne du temps. Quand on gagne du temps, on gagne de l'argent. On s'assure que les contrats soient bien respectés. Le fait de bien maintenir et de fiabiliser les installations génère aussi des économies d'énergie. Une installation bien maintenue, c'est une installation qui consomme de manière nominale. Donc ça, c'est aussi important. Et une installation bien maintenue, c'est une installation qui fonctionne dans le temps et qui ne s'arrête pas. Donc pour rejoindre mon histoire de débrayage avec du chauffage, voilà, c'est des gains éviter des grèves, c'est toujours intéressant pour des entreprises, surtout pour des problèmes aussi triviaux que du chauffage, par exemple. Voilà, et puis je vais me permettre d'avancer un peu plus vite parce que sur la slide pour laisser la main à Olivier sur la suite. Juste pour compléter en veille, je vous rappelle que pour les installations classées, il va y avoir 2 thématiques, des points de focalisation majeurs en 2024, notamment la sobriété hydrique, c'est-à-dire la manière dont la maîtrise typiquement des fuites d'eau va être réalisée, et la maîtrise des rejets. Ouais. D'où l'importance d'avoir des infrastructures les plus fiables et stabilisées possibles. Ça fera aussi partie des points d'ancrage dans la culture, on va dire, des contrôles des sites ICPE pour l'année. Oui, ce qui est d'autant plus renforcé avec quand on rajoute Absolument. avec tous les décrets qu'il peut y avoir sur la partie bâtiment tertiaire dans les sites industriels, voilà, ça vient se rajouter sur l'ensemble et différents décrets qui tombent. Il y a un vrai sujet lié à l'environnement et la maîtrise des risques qui est conjointe. Donc juste pour faire un petit peu le pendant techno, hein, il y a bien évidemment beaucoup de fournisseurs qui proposent un certain nombre de solutions. Je voulais juste parler un petit peu d'IA parce que c'est très très à la mode. Alors je vais aller très très vite parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais on pourrait en reparler si vous le souhaitez. L'IA dans tout ça, qu'est-ce que ça peut nous aider? Puisque finalement, on parle du super assistant, moi j'aime bien le dire comme ça, hein, le super assistant qui va, on parlait de ticketing avec Sébastien tout à l'heure, qui dit finalement c'est la remontée terrain qui se fait. À un moment donné, j'ai toujours quelqu'un qui vient regarder, c'est bon, c'est pas bon, etc., etc. Là, clairement, l'IA va être capable de catégoriser, voir s'il y a un niveau de risque, hiérarchiser et quelque part solliciter automatiquement le bon intervenant. Ça permet d'éviter un petit aiguillage humain qui peut être coûteux quand on est sur des multisites industriels larges.
nombreux, avec des responsabilités variées, qui permet d'accélérer considérablement les choses et qui va vous permettre finalement de fiabiliser également, in fine, les choses. Surveiller, organiser, prévenir, donc ça c'est bien évidemment les premiers grands champs d'application sur lesquels l'IA est pertinente, et l'IA générative, on en parle énormément avec notamment des chats GPT, Midjourney et ainsi de suite. On a trop tendance à dire l'IA va être capable de me corriger mes fautes, traduire en espagnol et ainsi de suite, parce qu'il y a un gros usage qui est fait, mais je peux également lui charger un document et lui dire extrais-moi la liste finalement des non-conformités constatées au sein de ce document avec leur numéro de référence, le date de premier signalement, etc. etc. Et si vous créez ça, vous allez être capable d'extraire directement d'un pavé, comme ils savent nous donner dans les bureaux de contrôle, les informations les plus pertinentes. Alors ça demande de l'affinage, à être complété, etc. Mais il y a des scénarios très concrets qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Les GTB, donc les gestions techniques de bâtiments, sont très très génératrices d'alertes dans tous les sens, et finalement on en a tellement tout le temps qu'on finit par ne plus voir les bonnes. Donc là, clairement, l'analyse de données en temps réel, ça va être quelque chose sur lesquels l'IA va être en quelques heures de mise en œuvre, on va être capable de sortir des choses très pertinentes qui vont alerter. Prévision, prédiction, j'ai eu un équipement défaillant, c'est arrivé dans une série, un deuxième défaillant. On peut imaginer que ça soit une potentielle série, donc ça va être capable de prédire finalement. La planification, c'est toujours très difficile d'organiser 40 sociétés différentes avec peut-être 50 ou 60 intervenants. L'esprit humain, à partir d'un moment, a une incapacité à être capable de tout gérer, ou alors en y passant des mois et en s'arrachant les cheveux. Là, l'IA est capable de résoudre des problèmes en quelques heures, là où un humain va mettre quelques semaines, voire quelques mois. C'est d'autant plus vrai dans la gestion multisite, d'ailleurs, où on a multi-prestataires, multi-sites, et on essaye d'optimiser, notamment pour optimiser les déplacements, c'est des vrais sujets, quoi. Et on oublie une chose, c'est que moi, je suis très caustique des fois, je parle en formation, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. On imagine que parce que j'ai donné la formation, l'information est comprise et intégrée. Or non. Et là, l'idée de poser une IA qui vous dit « Attends, il y a un problème de maintenance sur tel site ou tel site parce que, voilà, un phénomène de répétition ou un phénomène de non-répétition, alors qu'il devrait y avoir, elle est extrêmement à l'aise pour le faire, et c'est aujourd'hui très utilisé, par exemple, dans les banques, pour traquer les mouvements financiers. On peut, sur nos solutions, le mettre en œuvre. Voilà. C'était vraiment un petit point très rapide. J'ai l'occasion, fait déjà des plus grosses conférences spécifiquement sur l'IA dans le cadre des services généraux. On pourrait en refaire. Et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez surtout pas. Donc, conformité, planification et meilleur service aux occupants. L'intégration de chatbots, par exemple, c'est des choses qui permettent de mieux répondre plus rapidement aux occupants. On a dépassé le timing, alors on va juste conclure comme ça. Pour toute question, n'hésitez pas, on a une adresse très simple, c'est clea@mainteneurs.com. On vous propose de vous envoyer le petit calendrier récap des bonnes pratiques en gestion de maintenance et ainsi de suite, qui vous récapitule un peu mois par mois ce qu'il convient de faire et ce à quoi il convient d'être attentif. Et c'est assez intéressant parce que c'est un groupe d'experts qui ont travaillé avec Sébastien pour positionner ça. Si vous souhaitez contacter ou être contacté par Jean-David ou par Sébastien, n'hésitez pas, vous m'écrivez à clea@mainteneurs. Donc, c'est les équipes de marketing de Mainteneurs qui me transmettront à moi ou à Jean-David ou à Sébastien. Donc là, il y aura un traitement humain. Ce n'est pas l'IA qui va catégoriser et automatiquement rerouter. Je m'en excuse, mais pour une prochaine fois, on essaiera d'être meilleur. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre participation. Merci beaucoup, Jean-David. C'était très intéressant. Merci à tous. Merci, Sébastien. Merci tout le monde. C'était éclairant dans le quotidien également. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Et puis au plaisir de vous voir sur un prochain webinaire organisé par Mainteneurs. Participera Jean-David. N'hésitez pas à regarder la littérature de Jean-David également, qui peut être très inspirante. Donc chez les meilleurs libraires, de toute façon. Voilà. Merci, Olivier. Voilà. Merci beaucoup. Excellente journée et à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.